Bien, mais écoutez, je vous propose de commencer, hein. D'abord, merci d'être là, nombreux, parce que c'est quand même Noël. Et donc, c'est un Noël un peu particulier, évidemment, cette année. Mais en tout cas, merci d'être là. Il y a quand même pas mal de monde en vacances, ça se sent dans les retours d'invitation. Alors, pour finir l'année, j'avais le choix entre différentes solutions, mais j'ai pensé que c'était, disons, plus intéressant, peut-être plus amusant, d'essayer de se projeter un peu dans le futur, en 2070. Alors, bon, il sera peut-être temps de songer à la retraite à ce moment-là, en 2070. Et même si ça nous paraît très loin, en réalité, d'abord, le temps passe, et ensuite, techniquement parlant, même si la technologie accélère, c'est vrai, tout le temps, on voit quand même à peu près ce qui va se passer. Alors, je ne dis pas qu'on va le voir dans le détail, mais en tout cas, on voit quand même un petit peu les choses, comment elles vont évoluer. Bien entendu, on est toujours démenti par les faits, mais au moins, c'est intéressant de faire l'effort, d'essayer un petit peu de bousculer les neurones pour voir, essayer d'imaginer ce que pourrait être donc le monde de demain. Alors bien entendu, je me limite essentiellement ici au monde professionnel, bien entendu, mais on peut extrapoler également dans notre monde. Alors, si vous le voulez bien, donc je vais partager donc mon écran, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va suivre comme, on va dire comme sommaire? Une journée donc en 2070. Ah, bien sûr, ça commence le matin, ça se termine le soir, il n'y a rien d'original, ça va changer. Je vous demanderai d'avoir un tout petit peu d'humour parce que, bon, on va dire des choses qui sont quand même un petit peu aléatoires, hein, et ce sont aussi des avis personnels. Mais j'ai demandé également l'avis à toute l'équipe de Le Marçon, des gens qui travaillent avec nous, à qui on a demandé bon, ben, comment vous voyez l'avenir en 2070. Et on va comparer par rapport à ce que moi j'avais imaginé. Donc vous allez voir, mais en gros, on est à peu près d'accord, à deux ou trois détails près. D'ailleurs, c'est intéressant que vous nous indiquiez également les vôtres, hein. On est prêt donc à les publier. Alors, ce qu'on va suivre, d'abord pour se projeter dans 50 ans, commençons par revenir un peu en arrière, histoire de mesurer un petit peu le temps. C'était quoi l'informatique il y a 50 ans, en 1970? Alors évidemment, on n'y était pas, mais les changements quand même ont été extraordinaires. Et je pense d'ailleurs que le véritable changement, c'est en ce moment où on le vit, avec l'arrivée des capteurs et des objets qui envahissent tout et qui seront partout. Donc demain, ça c'est une certitude. On va donc essayer d'imaginer tout de suite, alors le TI il y a 50 ans, alors bien entendu, il y a des choses qui vont paraître vraiment très rétrogrades maintenant, et on va donc essayer d'anticiper sur ce que va être l'informatique, le TI dans 50 ans, en 2070. Alors, on va imaginer donc le contexte informatique de l'époque de manière à quoi? De manière à mieux comprendre ce que pourrait être une journée d'un individu, quelqu'un qui va travailler, il y en aura encore, hein. Et donc, entre le matin et le soir, avec tous les ingrédients qui vont donc arriver à ce moment-là, et les changements profonds, j'en suis tout à fait convaincu, des changements profonds sociaux, personnels, psychologiques, la révolution va être considérable, hein, et il faut quand même s'y préparer. Je ne suis pas certain d'ailleurs que nos chers dirigeants et nos ressources humaines ne se rendent compte à quel point les changements sont extraordinaires à venir, en bon mais aussi un peu en mauvais. Alors, Homo connecticus et assistance virtuelle, ça sera ça. On va donc expliquer pourquoi, avec les connecteurs partout, dans le corps, à l'extérieur, dans les vêtements, et qui vont donc interagir avec des tas de serveurs qui vont se trouver sur la planète. Et donc, ça sera surtout ça. Et nous serons donc le 10 juin 2070. Et vous pouvez vérifier, c'est un mardi. C'est un mardi, et on va essayer d'imaginer ce qui va se passer entre la personne qui va partir de son bureau le matin, va aller à ce qu'on appellera l'espace de travail, on ne peut plus vraiment parler de bureau d'ailleurs, hein. Donc le réveil, le repas, les transports et tous les changements qu'il y aura dans ces domaines. Et ensuite, on verra l'activité au bureau, on va dire heure par heure, hein, et en particulier avec deux rendez-vous. Un rendez-vous avec un client à distance, et puis, bon, mais pas forcément d'ailleurs, et un rendez-vous avec un prestataire
pour le partage dans des objets qu'on va faire, des objets que l'on va faire d'une manière virtuelle, avec des hologrammes, etc. Et donc, on terminera cette présentation d'aujourd'hui sur une note, je vous le dis tout de suite, un peu pessimiste, parce que c'est pour ça que je parle de la médecine du travail qui va être débordée, parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement tenu compte ou pris en compte la composante humaine dans tout ça. C'est une évolution technologique qui va être intéressante sur le plan, encore une fois, sur le plan technique, on voit les évolutions et l'intérêt de ces évolutions, mais il y a aussi les êtres humains, leur travail, leur place dans la société, la famille, et tout ça, ça risque quand même d'être chamboulé, et je ne suis pas sûr donc qu'on ait tout à fait pris en charge et pris en compte donc, ces évolutions. Cela dit, si je me trompe, comme d'habitude, je vais prendre l'excuse, tout au moins la phrase de Pierre Dac comme paravent, il est toujours difficile de faire des prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir. Bien. Alors, il y a 50 ans, bien sûr, personne n'était né ici, en 1970, pour nos amis canadiens et québécois, donc à l'époque, Jean Lesage et Robert Bourassa, donc c'était succédé, qui étaient les premiers ministres québécois. En France, Georges Pompidou, président, avait donc succédé au général de Gaulle, qui était mort donc juste en 1969. D'un point de vue technique, 1970 a été une date extrêmement importante, capitale, puisqu'IBM a annoncé la série 370 qui succédait au 360 de 1964. Contrairement à ce que l'on croit, la mémoire virtuelle, qui a été un peu la caractéristique de cette série, alors la mémoire virtuelle, ça nous paraît évident maintenant, mais à l'époque, ça ne l'était pas, elle n'a été annoncée que 2 ans plus tard. D'ailleurs, l'anecdote explique que IBM n'avait pas annoncé ce qui allait se passer demain, plutôt 2 ans plus tard, mais il y avait dans les machines 370 tout ce qu'il fallait pour justement pour émerger cette future transformation fondamentale qui a été donc l'usage de la mémoire virtuelle, en passant de 16 mégaoctets de mémoire à des espaces de 2 gigabytes. Ça donnait quand même des possibilités assez étonnantes. Alors IBM, à l'époque, exploitait donc des bases de données hiérarchiques. On n'était même pas encore dans le relationnel, et qui étaient taillées pour le transactionnel. Alors, bon, les bases hiérarchiques IMS, avec des systèmes transactionnels DL1, écrits en COBOL, évidemment, ça n'a pas raté. À l'époque, c'était le règne des mini-ordinateurs. On ne parlait pas encore des micro-ordinateurs, qui étaient des machines à vocation scientifique, du genre Digital Equipment, DEC, à Boston, comme disent nos amis québécois. Et donc, le porte-drapeau de ces machines, c'était le PDP-11, qui étaient des machines 16 bits. Oui, on n'était pas encore les machines d'aujourd'hui. La machine scientifique, ce n'était pas bien entendu les clusters de maintenant. La machine scientifique, c'était un 360, donc 85, un monstre, mais qui n'avançait pas. C'était une véritable brouette par rapport à ce que l'on connaît maintenant. C'était le début des microprocesseurs. Et donc les premiers ordinateurs qui ont été construits dessus apparaîtront donc quelques années plus tard. Et ce premier microprocesseur était donc une machine 4 bits, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui était le 4004 donc d'Intel, avec quelques transistors. On était bien entendu très loin des milliards de transistors d'aujourd'hui. La programmation se faisait bien sûr en COBOL et en partie en assembleur, pour certaines parties, ce qui bien sûr n'est plus le cas donc maintenant. Ça a été également en 1970 une date importante parce que IBM a annoncé une révolution, et on a appelé ça l'unbundling à l'époque. Ils ont appelé ça comme ça. C'était le fait que pour la première fois, du point de vue de la facturation, IBM facturait d'un côté le matériel, donc 370, et à côté les logiciels qui étaient dedans. Donc c'était la première fois où un constructeur faisait donc la distinction donc, entre les fameux unbundling. Du point de vue du stockage, c'était l'arrivée du 3330. C'était des monstres qui faisaient 200 mégabytes. Avec c'est incroyable quand on voit les évolutions aujourd'hui par rapport à cette date. C'est pourquoi d'ailleurs ça valait la peine de se repositionner par rapport à ça. C'est la même année qu'est né le time sharing. Time sharing, c'était la capacité de partager une machine, et le Multics, le système Multics qui a été mis à disposition par le MIT, a été le symbole de ce time sharing. Plusieurs personnes pouvaient donc déclencher et lancer des travaux scientifiques en même temps, en se partageant le temps de l'unité centrale. Évidemment, maintenant, ça paraît d'une évidence totale, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Ça a été la publication à ce moment-là, par TechCode,
d'un modèle relationnel pour de grandes banques de données. On n'a pas encore les bases relationnelles qui arriveront plus tard, hein. Donc, quelques années après, mais déjà, les premiers ingrédients, donc on va dire des structures de bases de données relationnelles sont apparus donc à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là que le réseau ARPANET a commencé à s'étendre. Réseau ARPANET dont le futur successeur sera Internet. Et réseau ARPANET avec non pas des milliards de nœuds comme aujourd'hui, Internet, mais 14 nœuds. Vous voyez, quelques universités et quelques centres de calcul, donc essentiellement américains. Je crois savoir d'ailleurs que la première université étrangère a été Cambridge, en Angleterre. Mais vraiment, au début, c'était vraiment un monde extrêmement universitaire, donc on va dire et militaire. Unix était finalisé à ce moment-là. C'était au Bell Labs, donc avec Ritchie et Thomson. Ritchie est décédé maintenant. Et Thomson, on en reparle d'ailleurs aujourd'hui avec des nouveaux langages. Donc, il n'a pas cédé de terrain. Et donc, Unix est arrivé donc, au Bell Labs. Ça a quand même été une machine, enfin, une nouvelle très importante avec... ça a été fait de briques et de broc avec un petit PDP-11, un petit PUP-11, c'est ça, donc de chez Digital Equipment. Et quand on voit tout le succès qu'il y a eu après Unix, mais surtout aujourd'hui Linux, qui a quand même été fait sur une source donc Unix, c'est quand même assez fantastique. Les liens réseau à l'époque étaient fondés sur des liaisons téléphoniques. Alors c'était 2 fils ou 4 fils, et la vitesse, disons, traditionnelle, c'était 1200 bits secondes. Alors, on en reparlera un peu plus loin. Mais on a quand même pas mal évolué. Le tableur, qui a été une révolution aussi, n'a pas encore été inventé. C'est Dan Breitling à Harvard qui l'a inventé en 1978, donc 8 ans plus tard. Là, on est qu'en 1970. L'IPC, bien entendu, hein, qui lui n'est arrivé qu'en 1981, l'Apple II l'ayant précédé. On peut considérer, si vous voulez, que l'Apple II et puis le PC étaient au fond des premiers exemplaires donc, des machines, des PC d'aujourd'hui. Donc, on découvre à peine la souris. Hein, la souris a été présentée à Stanford en 1961 par un dénommé donc Engelbart qui l'a inventé, mais on la verra réellement qu'en 1968, donc 2 ans avant cette fameuse date donc de 1970. Les machines des clients, ce sont des terminaux 3210 passifs, vert sur fond noir, une horreur. Il n'y a pas encore de couleur à l'époque, mais ça marchait, tout au moins pour ce qu'on leur faisait faire. Et quant à l'insécurité informatique à l'époque, donc hors sabotage, ça n'existait pas. Heureuse période, évidemment. Alors quand on sait aujourd'hui qu'on passe notre temps à essayer de colmater des brèches du fait de l'incurie des protocoles Internet, évidemment, c'était une période qui était, de ce point de vue, en tout cas, bénie. D'ailleurs, on fait 100 ans. On fait un saut dans le temps. On se positionne maintenant dans 100 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord. 95% de la production informatique dorénavant, on est en 2070, donc, est hébergée dans le cloud. Il n'y a plus de directeur informatique. Alors évidemment, l'image qui est ici, qui sont remplacés donc par des acheteurs, j'ai l'occasion de le dire souvent. La plupart des ressources de développeurs et d'analyse ont été, il n'y en a plus dans les entreprises. Elles ont été reversées dans les départements, on va dire, utilisateurs, hein, mais ces gens-là ne développent plus. De toute façon, quand on fait du développement, il est confié à des prestataires externes qui, maintenant, à cause de la gig économie, représentent à peu près 90% donc des développeurs. Voilà. Donc, a profondément changé de ce point de vue-là. Alors, pour les rares espaces informatiques qui continuent quand même d'exister, les moyens ont été quand même démultipliés. Par exemple, on a maintenant, en 2070, des connexions cellulaires à 10 terabits par seconde, c'est-à-dire 10 milliards de fois plus que les connexions téléphoniques à 1200 bits par seconde. Mais même par rapport aux connexions 2020, aujourd'hui on est à peu près, le mieux c'est 1 gigabit par seconde. Là on est sur 10 terabits par seconde, c'est-à-dire 10 000 fois plus rapide. Je vais vous faire un aveu, je pense que ce sera encore plus rapide que ça. Mais on verra. Bien entendu, se posera à cette époque-là le problème donc des fréquences, du partage de fréquences entre autres, et puis l'augmentation donc des fréquences vers des fréquences un tout petit peu dangereuses, mais on a eu l'occasion d'en parler. Sur les machines qui vont continuer d'exister, personnelles, eh bien, le stockage, on sera à peu près à une dizaine, cette fois-ci, de pétabytes. Voyez,
Donc 70 milliards de fois plus qu'une bande magnétique de l'époque 1970 qui ne faisait que 150 kilobytes. Bon. Et quant aux mémoires de travail, hein, sur les PC, alors on appellera plus ça les PC dans le futur, on parlera donc de ordinateurs de productivité, productivity computer, et donc leur mémoire, elle sera de 10 terabytes, peut-être même beaucoup plus, peut-être 64 ou 100 terabytes. Donc 1,2 milliard de fois plus que celle des micros, des machines, on va dire plutôt, des années 70. En 2070, il n'y aura plus de production spécifique, de mise en production spécifique, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des dossiers, on met en production, bon, etc. Là, il n'y en aura plus. La mise en production, elle se fera d'une manière systématique, d'une manière continue, et ça passera par des architectures de type IAC, dans laquelle les développeurs, par des programmes annexes, vont décrire quelles sont les ressources dont ils ont besoin et vont paramétrer l'exploitation qui, bien entendu, partira sur le cloud. On sera dans un monde de mise en production continue et on peut d'ailleurs considérer qu'aujourd'hui, au fond, les méthodes agiles, c'est une manière intermédiaire de voir les choses puisque la mise en production se fait à peu près tous les 15 jours, voire tous les mois. Bien. Donc, vous voyez, changement profond donc, de ce point de vue-là. Il n'y a plus de mise en production spécifique. Les personnes ont toujours un ordinateur, mais donc on l'a dit, ça ne s'appelle plus un PC, hein, donc c'est une machine de productivité. Certains l'appellent une machine de courtoisie. Pourquoi pas, hein? Dans ce monde de brut, pourquoi pas trouver des noms un peu agréables. Et quand on y réfléchit un peu, ça ressemble quand même à ce qui se faisait autrefois en 2020, hein, parce que quand on regarde ce qu'est devenu l'allure finalement d'un PC en 2020 par rapport à ce qu'il a été au début, dans les années 75-80, il n'y a pas eu de révolution fondamentale. Il y a toujours un écran, un clavier et puis une unité centrale qui fait des travaux. Il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement donc, dans le futur. Ça devrait ressembler. Toutefois, il devrait y avoir quand même quelques différences. D'abord, je pense qu'il y aura des écrans dépliables qui vont se plaquer sur le mur et qui sont fabriqués, déjà aujourd'hui ça commence à être le cas, avec des matières organiques. Et donc il y aura des murs d'écran, et finalement votre machine, votre smartphone, votre PC de courtoisie, votre machine de courtoisie, pourra utiliser à la fois un écran qui sera un écran accessible sur la machine, mais également sur des écrans et sur des tailles qui vont être considérables. Bon. Du point de vue de l'affichage sera bien entendu en 3D, mais cette fois-ci avec des objets nouveaux, avec bien entendu des hologrammes en 3D, en réalité augmentée, qui vont venir se superposer sur des scènes. D'ailleurs, je vais m'en servir tout à l'heure quand on va parler d'une réunion avec des prestataires. Les hologrammes vont évidemment se développer, c'est une certitude. Et ça sera un développement qui va être conjoint avec la réalité augmentée, dont je rappelle quelle est la combinaison entre on va dire une scène réelle avec l'adjonction d'objets qui, eux, sont virtuels, et les hologrammes pourraient faire partie donc, du décor. Chaque processeur de demain, en 2070, devrait disposer autour de 1024 cœurs. Alors, sur des mots qui font 64 bits, les extensions 128 bits qui ont été testées depuis 50 ans, elles ont fait long feu, hein. Parce qu'au-delà de 1024 bits, ce qu'on est capable de faire maintenant, hein, on a intégré d'ailleurs des technologies de type graphène, on a diminué donc la taille des chemins de câbles dans les processeurs d'une manière extraordinaire, là aussi. Et donc, mais au-delà de 1024 cœurs, finalement, le système d'exploitation eh bien, devient quelque chose qui gère les ressources, mais plus les programmes des usagers. C'est un peu comme les clusters des machines scientifiques. ARM, bien connu dans les années 20, a été racheté par Google. Bien, racheté par Google, et donc il a évidemment le monopole donc, des machines. Et les vieilles compagnies Intel, donc AMD, ont disparu, et avec elles, l'architecture x86. Et donc, ce que l'on a dit d'ailleurs à l'époque, hein, dans les années 2020, on a dit qu'il y avait un danger donc, de disparition, ben, ce danger s'est avéré. Contrairement à la souris, hein, qui a été remplacée donc, par des interfaces vocales, il y a toujours un clavier. Alors, ça peut paraître curieux, hein, avec des touches, comme à la fin du précédent millénaire, donc, il y a toujours un clavier. Mais malgré les progrès de la science, les doigts des usagers sont toujours aussi gros, donc on a toujours besoin d'avoir des touches.
Et ça, je ne vois pas trop comment on va pouvoir les remplacer. Finalement, la machine, à part, on va dire, une allure un peu plus futuriste, des choses un petit peu nouvelles, des écrans qui sont plus grands, mais finalement, sur le fond, il n'y a pas de raison que ça change. Ce sera d'ailleurs toujours une machine de von Neumann. Hein. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. La cinquième génération du TI, qui est apparue donc, dans les années 2020, mais là, il y aura une cinquième génération, elle sera fondée sur les capteurs. Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est vraiment ça la nouveauté maintenant. Des capteurs partout, avec lesquels on va interagir, et c'est ça. Alors déjà, c'est la quatrième génération aujourd'hui, en 2020, mais on ne fait que commencer. Après, ça va être véritablement un déferlement qui va continuer. En 2070, on sera sur des architectures dites multi-edge, c'est-à-dire, alors qu'en 2020, on n'en était que mono-edge. C'est-à-dire qu'on aura des capteurs partout qui vont émettre sur des réseaux qui leur sont propres, et il y aura différents niveaux, on va dire, de consolidation pour arriver jusqu'à la consolidation finale. Et ça, c'est une technologie très intéressante qui va pouvoir donc se déployer absolument dans tous les environnements. Et donc, on pense que 2070, ça devrait être la consécration de ce type d'architecture. Alors maintenant, bien entendu, en 2070, les capteurs deviennent intelligents. Et ils ont des ressources locales importantes de traitement et de stockage. Et donc, la question va se poser, qu'est-ce que je vais laisser sur les capteurs? Qu'est-ce que je vais faire comme traitement? Qu'est-ce que je vais confier aux différents niveaux intermédiaires de edge? Et qu'est-ce que je ferai au niveau consolidation? L'intelligence artificielle, chers amis, a été une immense déception. C'est vrai qu'au-delà des mots, on va dire des mots du marketing, elle n'a pas dépassé le cap de la simulation comportementale des individus. Elle n'a fait que nous copier sur des éléments que nous, on a oubliés, par contre. Mais sinon, le cognitif qui caractérise quand même le comportement d'un cerveau humain est toujours resté très au-delà de leurs possibilités. C'est vrai que l'IA est devenue très importante en 2070, mais sur le fond, elle n'a pas atteint, en tout cas c'est une déception, parce qu'on n'a pas atteint les niveaux qu'on lui prévoyait. Et finalement, qu'on se rappelle donc les écrits de 2020, eh bien, on parlait déjà à l'époque, en 2020, de la déception qu'avaient été les systèmes experts des années 2000 ou 1990. Donc c'est une déception qui a perduré dans le temps. Bon, bien entendu, ça sert, hein, je ne dis pas le contraire, mais ça n'a pas été au niveau en tout cas que l'on espérait. Il y a eu, alors les concepts marketing de type big data ont atteint assez rapidement leur niveau d'inutilité, et les chefs de projet ont quand même fini par comprendre que ça ne sert à rien d'avoir des volumes de données absolument gigantesques si elles sont nulles. Hein. Et donc, et puis le volume n'a jamais caractérisé une bonne décision, ce n'est pas nécessairement ça. Donc, ça a été, non pas un échec, mais disons que le big data est rentré dans le rang, et aujourd'hui, en 2070, on en parle beaucoup moins. Par contre, les blockchains, les technologies blockchain, c'est-à-dire de partage d'une vérité, hein, elles, par contre, elles se sont fortement donc développées, et on les trouve un petit peu partout aujourd'hui. Et grâce à ça, on peut dire que maintenant, en 2070, 95% des processus ont été dématérialisés, ce qui était loin d'être le cas donc dans les années 20. Alors c'est très loin ça, hein. Les années 2020, on en était à peu près à 30%. Là maintenant, en 2070, on est à peu près 95%. Alors on en est, du point de vue des bases de données, on en est aux bases de 9e génération. Alors oui, les bases de données donc, de 9e génération, elles sont distribuées toutes maintenant. Elles sont malgré tout encore compatibles avec le concept ACID, hein, atomicité, etc., consistance, parce que c'est une obligation. Et on continue à faire du SQL, qui est un vieux langage, vraiment poussiéreux, mais les gens sont tellement habitués à fonctionner avec ça que même sur les bases distribuées actives du moment, parce qu'elles sont toutes actives, ce ne sont pas simplement des réplications, eh bien, on continue à fonctionner comme ça. Le dernier programmeur COBOL, il est mort. Il est mort, il a eu droit donc à des obsèques nationales, évidemment. Hein. C'est le dernier programmeur COBOL, mais ça n'empêche qu'en 2070, il nous reste quand même plus de 100 milliards de lignes de programmation
procédure COBOL. Alors, il y en avait 400 milliards dans les années 2020, mais maintenant, en 2070, c'est encore plus compliqué, hein, parce qu'on n'a plus personne, et plus personne ne veut en faire. Bon, enfin. Donc, dernier programmeur COBOL donc, est décédé, et puis on est en plein dans l'impérialisme, dans l'impérialisme de ce qu'on appelait autrefois donc, les GAFAM, hein, et qui maintenant s'appellent les GAFAMOS. Les GAFAMOS parce que sont intervenus également dans cette espèce de concept, hein, Oracle et Starlink, donc de Amazon pour les communications satellitaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'important depuis quelques années pour aboutir à la situation d'aujourd'hui, donc en 2070 ? Google a été démantelé en notant de ce qu'on a appelé à l'époque donc les Green Labs. Alors bien sûr, c'est une référence aux Bell Labs, hein, donc grâce à l'action du Congrès américain. Et ce sont les Américains eux-mêmes, à cause de la loi antitrust, donc, qui ont cassé le monopole donc, de Google. Amazon a été condamné pour abus de position dominante. Mais malgré ça, il conserve quand même la maîtrise mondiale de la distribution. Les gens sont tellement habitués que finalement, maintenant, ils n'imaginent pas qu'on puisse fonctionner autrement. En matière de réseaux sociaux, on était très fort à une époque, hein, Facebook est rentré dans le rang. Il a été jugé ringard par les geeks d'aujourd'hui. Hein. Il s'est transformé, Facebook, avec succès, il faut le reconnaître, en une entreprise d'ingénierie cloud avec deux choses. D'abord, le développement pour lequel il a toujours été très pertinent, et aussi les concepts d'installation de centres de calcul de type OCP, respectueux de l'environnement. Donc, ce n'est plus plus personne ne se sert de Facebook, hein, pour communiquer. Microsoft est devenu open source. Et Bill Gates, tellement furieux, s'est cru obligé de financer une thérapie nouvelle contre l'énorme jaunisse qu'il a attrapé. Quant à Steve Ballmer, l'ancien président, qui disait que Linux était un cancer, il est parti, il s'est sauvé, on n'a plus jamais entendu parler de lui. On ne sait pas où il est. Si ça se trouve, il est sur une île déserte quelque part. Oracle ne s'est jamais remis de ses échecs sur les mobiles. Il a été racheté par la communauté MySQL. Vous reconnaissez quand même, c'est un sacré retour de l'histoire, ça. Hein. Après son rachat par Samsung, alors ça s'est fait sur la base de 600 milliards de dollars, la plus grosse opération financière donc, de rachat en 100 ans, hein, c'est quand même énorme. Apple, qui a été racheté, hein, a abandonné les solutions propriétaires, mais il reste aujourd'hui à la pointe des technologies, on va dire, imprévisibles, car ça a toujours été ça un petit peu sa carte de visite, hein, mais c'est quand même la grosse artillerie donc, de Samsung qui a fini par l'emporter. Quant à Starlink, donc la constellation d'Elon Musk, eh bien, ils ont déployé 800 000 satellites entre 1200 et 1400 km d'altitude. Et les astronomes ne voient plus rien là-haut dans le ciel. Hein, et viennent d'ailleurs, on a appris il n'y a pas très longtemps, de confondre l'un des satellites avec une exoplanète. Et les signaux qui avaient été émis ont été jugés crédibles en provenance d'une exoplanète, mais pas du tout, ça venait d'un satellite donc d'Elon Musk, ou plutôt de ses successeurs. Alors bien sûr, ça a beaucoup bougé, hein, c'est évident. Et disons, les positions que l'on connaissait à l'époque. Alors, j'ai demandé donc aux gens qui travaillent avec nous, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution finalement? Est-ce que ce qu'on prédit vous paraît intelligent ou pas? Alors voici quel a été le verdict, hein, qui est indiqué ici. Alors vous pourrez le regarder si ça vous intéresse tranquillement. Alors, eux, ils disent l'usine 4.0 est une réalité. Et donc, vous savez, ce que disait donc Warren Bennis, il disait qu'un jour, il n'y aurait plus dans les usines qu'un homme et son chien. Hein, le chien, pour empêcher son maître de se servir des machines, et le maître simplement pour donner à manger au chien. Mais il n'y aura plus que deux personnes. Eh bien, c'est devenu une réalité. Alors, bien sûr, ce n'est plus l'usine 4.0, on en est aux usines 7, 8, 9.0. Ils sont d'accord aussi sur les désillusions de l'intelligence artificielle. Ils pensent assez souvent que c'est... en 2070, la démocratie sera vaine, elle n'existera plus. Et pourtant, les élections sont désormais numériques et sont plus crédibles qu'avant, grâce à des systèmes de contrôle qui sont très sophistiqués. Ils disent également que c'est le règne de la pensée unique, qui nous est injecté par différents canaux contre lesquels on a beaucoup de mal donc, à se protéger. La blockchain, ils sont d'accord, elle sera partout. Ça sera la banalisation des langues, disent-ils. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est l'anglais qui va finir par dominer les autres langues, mais grâce à des systèmes donc, de traduction automatique que l'on aura dans les lunettes ou dans les oreilles,
eh bien, la notion de langue n'a plus ce côté gênant que peuvent avoir ceux qui ne sont pas multilingues. Et donc, c'est vrai, on peut penser que ça pourrait se produire. L'anonymat, c'est terminé. Les RGPD version 17 et autres Cloud Act version 44 eh bien, sont tombés dans les limbes de l'histoire parce que c'est impossible. Donc, l'anonymat, c'est terminé, on ne peut plus rien protéger. De toute façon, tout le monde sait tout de nous, c'est tout. Le travail n'est pas dans les mégapoles, ça on l'avait dit également, hein, on l'avait pensé, et je suis content qu'ils partagent notre point de vue. Notre santé, maintenant, elle est gérée en temps réel, on a fini par s'habituer, très bien. Les réseaux, c'est donc nous, mais c'était déjà vrai, d'ailleurs, dans les années 2020-2025. Hein. L'enseignement a été totalement reconsidéré, ce qui fait que maintenant, non seulement les enfants ne savent plus faire une division, mais ne savent même plus faire une addition, et pour eux, ils ne comprennent rien à ce qui se passe, c'est une catastrophe planétaire. Mais bon, donc il va falloir tout revoir, donc à zéro. C'est l'échec des véhicules autonomes, pour une raison simple, c'est que eh bien, on a perdu donc la possibilité d'insulter les autres véhicules, ce qui était quand même très amusant avant. On apprenait quand même quelques langages fleuris, sympathiques. Donc là, c'est fini, mais ça a été un échec finalement, parce que ça se comprend. Hein. Les voitures, les gens aiment bien conduire. Et puis, c'est agréable. Bon, alors, on se trouver dans un truc qui ressemble beaucoup à un autobus, même si je veux lire mon journal, au bout d'un moment, je finis par me lasser. Donc, c'est tout à fait logique de considérer ça. Des illusions également des interfaces avec le cerveau. On a pensé qu'on pourrait piloter d'une manière assez sophistiquée donc des machines à partir du cerveau, mais on s'est rendu compte que la géographie du cerveau était quand même sacrément compliquée. Hein. Et donc, on n'a pas réussi à atteindre, disons, les espérances qu'on avait émises. Les robots, ils sont d'accord avec nous, donc ils ne sont pas cognitifs. La rémunération de nos données qu'on nous a volées, donc c'est devenu un métier, notre métier éventuellement. Toutes les interfaces sont vocales, je suis d'accord avec eux. Le vrai pouvoir est détenu par les GAFAMOS, eux parlent des BAT-X, donc des Chinois, et puis les GAFAM, les Chinois qui sont devenus la première puissance au monde, hein, industrielle. L'impression 4D, 5D a profondément changé donc, le paysage industriel et la guerre numérique s'est déclenchée plusieurs fois sur les sites industriels. Il y a eu, comme vous le savez, donc un certain nombre d'affrontements très violents entre des communautés. Bon. Désormais, vous voyez à peu près le paysage. Hein. On peut dire, en gros, virtualisation, des capteurs partout. C'est ça qui va se passer avec des réseaux absolument extraordinaires. Désormais, donc aujourd'hui, tout commence dans une maison, mais la maison, elle est connectée. On le savait déjà à l'époque, mais regardez, j'ai repris ici un certain nombre d'éléments, on met des capteurs absolument partout. Vous avez dans les systèmes de sécurité, des thermomètres intelligents, la ventilation intelligente, des contrôles de luminosité ambiante, tout ça, on connaît bien. Et ça existe depuis des années, mais alors maintenant, les maisons, ce ne sont plus des maisons, ce sont des usines à capteurs. Et donc, on ne peut plus rien faire dans sa maison sans que les successeurs de Google soient avertis. Si j'ai envie d'aller de la salle à manger à la salle de bain à 8h12 minutes 14 secondes, c'est quand même mon problème. On est totalement fliqué. D'ailleurs, ça sera surveillé. Ça sera donc l'un des principaux critères émis par les gens face à cette société, on va dire, de 2070. Bon, ça, il y en a partout. Alors, qu'est-ce qui est devenu le bureau en 2070 ? Quelque chose quand même d'intéressant. Alors d'abord, on a compris que dans la majorité des cas, ça ne servait à rien d'aller au bureau. C'était une hérésie, hein, qui obligeait à aller passer donc des heures dans des embouteillages. Autrefois, dans les années 2020, il faut bien l'admettre encore parce que c'est vrai, aller au bureau, c'était souvent un alibi. On faisait quelque chose. Et donc maintenant, on n'existe que par notre propre activité, ce qui est très angoissant et mal vécu par certaines personnes. Avant, on allait au bureau, au moins 1h30 plus 1h30, j'étais occupé pendant ma journée. J'allais au bureau par rapport à mes enfants et par rapport à mes voisins. L'espace de travail est tout à la fois, donc en 2070, c'est un bureau bien sûr, c'est un salon, c'est un train, c'est l'espace vert où passent les vaches, c'est la salle de bain, c'est tout ce que vous voulez parce que de toute façon, on est tout le temps connecté avec des capacités, des vitesses de connexion qui sont absolument prodigieuses. Et c'est vrai, et surtout dans notre métier à nous du TI, on est vraiment à l'aise avec ça. On travaille n'importe où, hein, dans le métro, absolument partout. Et les années 2070 n'ont fait donc que confirmer cette évolution. L'ONU s'est trompée, donc on l'avait dit, hein, c'était vrai, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 50% des humains s'agglutinent dans des cités monstrueuses,
souvent verticales, hein. Mais c'est pas là où les gens travaillent, hein. On a constaté les mouvements inverses. Autrefois, les gens allaient de leur domicile au bureau. Maintenant, ils vont des tours, enfin, ils vont des cités monstrueuses vers la campagne. Un peu curieux, mais c'est comme ça. Sauf cas particulier, il n'y a plus de bureau attribué. Chacun occupe les ressources dont il a besoin et qu'il restitue après. Donc, et puis, de toute façon, il vient quand il en a envie. Ne serait-ce que pour voir les copains et les copines et pour boire un café avec eux ou avec elles. Chaque espace de travail, c'est normal, on est quand même dans la fin du XXIe siècle, hein, a ses propres moyens de connexion très puissants, de traitement et de stockage. Et maintenant, ça s'appelle le bureau, on ne l'appelle plus bureau, on l'appelle l'espace de connaissance. Il y en a d'autres qui l'appellent l'espace de l'expérience. Parce que c'est là où je vais trouver des références, des éléments de comparaison, des compétences. C'est, on va dire, l'espace de l'expérience. Et ce n'est pas idiot, comme évolution. Les murs sont devenus intelligents, il ne manquait plus que ça. On disait que les murs avaient des oreilles, maintenant ils sont devenus intelligents. Et ils servent par exemple de relais aux communications cellulaires. On a des murs qui servent en fait de relais. Les communications arrivent là-dedans et les murs relaient vers nos équipements de communication, donc, qui sont les nouveaux super smartphones, donc, comme on les appelle aujourd'hui. Donc on a donc, les murs servent donc de communication cellulaire, mais aussi pour afficher les documents, pour voir les gens, les bureaux comme on le faisait autrefois, où on voit les personnes. Donc maintenant, les murs participent, on va dire, au fonctionnement et au travail donc, des individus. Aujourd'hui, la qualité des espaces, qui est quand même extraordinaire, on en voit un exemple ici à droite, des bureaux en 2070, cette qualité enfin, d'environnement, la clarté, les moyens d'accès, les restaurants, les loisirs, les moyens de stationnement, la reconstitution des décors naturels, elle est conçue pourquoi? Pour conserver les gens, pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Ouais, c'est assez extraordinaire, mais c'est ça. C'est vrai que c'est très convivial. Hein, c'est reconstitution de choses très naturelles et qui plaisent en tout cas aux utilisateurs. On a beaucoup de robots aussi qui sont chargés de beaucoup de tâches donc, manuelles, hein, et ils conversent ces robots avec nos assistants qui sont devenus, mais alors, permanents. C'est eux qui pilotent finalement notre vie professionnelle ou même personnelle. Et donc, l'espace de travail, donc c'est une enceinte de service, hein, bien entendu, en plus, mais ça, c'est pas nouveau, sauf que ça s'est étendu d'une façon considérable avec des médiathèques, des salles de spectacle, des médecins de plus en plus, des psychologues parce qu'on devient un peu fou, et puis donc des agences diverses dont on peut avoir besoin. Le coworking, évidemment, a explosé. Maintenant, il y a des partout, hein, pour éviter à certaines personnes de continuer à travailler donc chez elles, elles préfèrent travailler dans des espaces partagés. Et puis l'anglais a fini par s'imposer au détriment du français, qui a été dépassé par le mandarin et le jik. Alors le jik, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une nouvelle langue qui a été créée par les technophiles et pour les technophiles. Alors contrairement à l'anglais, il n'y a pas de traducteur automatique parce qu'on ne comprend rien. C'est vraiment une langue très spécifique, ça s'appelle le jik. Donc voilà ce que donc devenu ce bureau. Hein. Alors, on est donc connecté, vous voyez, donc je ne fais que reprendre ce qu'on vient de dire, hein, connecté donc en permanence. Je vous ai dit, en 2070, il y a à peu près 4 natures donc, de capteurs hein, que nous avons. Alors, nous avons des capteurs. Sur la partie gauche de cet écran, on voit des capteurs sur nos vêtements, sur les bras, un peu partout. Vous voyez, donc dans les oreilles, dans les vêtements, à l'intérieur des vêtements ou à l'extérieur, qui sont clippés. Bon. Et puis, on a des capteurs pour nous, alors donc 4 types. Les capteurs pour le bureau, des capteurs pour le domicile, qui interagissent avec donc, les éléments qui sont des éléments du domicile intelligent, des capteurs sur les vêtements, des capteurs qui sont dans le corps, et puis au total à peu près entre 20 et 50 capteurs. Alors tout à fait au début, dans les années 2020, on avait imaginé qu'il pourrait y en avoir plus que ça. En fait, non, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Donc on a des capteurs, c'est déjà pas mal. Alors je vous ai mis d'abord très gros progrès sur le rechargement. En 2070, on est capable de tenir, grâce aux technologies dites de harvesting, plus de 20 ans d'autonomie sans changer les petites batteries qui se trouvent à l'intérieur de ces capteurs, car on a toujours ça. Et donc, c'est quand même assez fantastique. Et on a maximum une centaine de capteurs par individu, surtout dans
voyez, entre 20 et 50 courants, et puis quelques-uns qui sont un peu plus spécialisés, disons au maximum d'une centaine. Et vous avez ici, sur ce schéma, ce que pourrait être la cartographie, donc en 2070, des éléments qu'on aura dans notre corps. Alors ça, bien sûr, ça peut choquer, mais ne vous faites aucune illusion, ce sera comme ça. Hein, des sondes dans le cerveau, des implants, donc dits Kochlear, qui sont en fait des aides auditives, des implants oculaires hein, dans les yeux, des capteurs donc cardiaques, bon, etc. Et puis des capteurs sous-cutaneux qui vont surveiller donc, les paramètres physiologiques du corps. C'est une évidence. Alors, on est en 2070, c'est vrai, donc on peut maintenant être un peu blindé, disons blasé. Ça a été difficile, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais ça rend tellement de service que finalement on est bien obligé d'y croire. Hein, on peut mieux suivre les individus. Autrefois, on considérait que c'était un petit peu choquant, mais disons qu'on s'y est fait. Alors, une journée maintenant, une journée en 2070. Bon, on va donc essayer de lister un petit peu et voir ce qui s'est passé dans la journée. Donc, je vous dis, on est le 10 juin, eh bien, c'est un mardi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, moi, j'ai un assistant personnel qui nous suit partout. Il est dans nos machines et il interagit avec les robots, mais il interagit avec tout ce qui existe. L'assistant personnel, en fait, c'est notre ange gardien. Et il fait tout pour nous, mais au point qu'on ne sait plus tout à fait faire la même chose maintenant. Comme je le disais, l'intelligence artificielle a fait des progrès, mais pas dans le domaine cognitif, dans la simulation de ce que nous savons faire. Pas tout à fait pareil. Le paramétrage, donc la journée commence par un paramétrage automatique de l'environnement, bien entendu en termes de température, on se réveille, hein, donc musique ambiante, luminosité, la télévision donc sur les news automatiquement, mais comme on sait que je suis un fan donc, du Canadien de hockey, donc on me sort tout de suite RDI pour me montrer, parce que ça existe encore en 2070, RDI. Donc, on a donc les derniers résultats du Canadien qui a battu Tampa Bay par 19 buts à 0. Très bien, donc je suis très content et ça me met de bonne humeur pour ma journée. Au réveil, mon assistant et les différents capteurs vont m'enregistrer les conditions donc, de sommeil et donc éventuellement va pouvoir alimenter un portail de santé privée qui se sont extraordinairement développés entre les années 30, on va dire 2030 et 2050. Et on nous proposera d'une manière automatique dès le début de la journée donc des suggestions, disons, pharmacologie, éventuellement faire du sport, on nous propose des choses. La toilette, évidemment, elle est classique, hein, donc avec des capteurs partout. Le petit déjeuner ou le déjeuner, selon qu'on est en Europe ou au Québec. Donc, d'abord, on a un grand écran, un écran 64K. Je rappelle quand même que dans l'année 2020, on n'était qu'au 4K, 4K, voire un peu 8K. Maintenant, c'est des 64K. Ce sont des monstres. Hein. J'ai dit tout à l'heure qu'au bureau, il y avait des murs qui sont entièrement couverts d'écrans. Là, on est à la maison, donc des très gros écrans qui sont donc pilotés à la voix, évidemment. Hein. Préparation automatique donc, du petit déjeuner qui va tenir compte donc, des conditions ambiantes qui ont été décidées donc, au départ. Et puis réapprovisionnement donc, automatique donc, de tous les ingrédients auprès des fournisseurs parce que depuis longtemps, les réfrigérateurs, bien entendu, sont aussi des usines à capteurs. Il n'y avait pas de raison. On se prépare pour la journée, donc on fait le point il fait le point sur notre état donc, comportemental, le stress, la fatigue, et si j'ai peut-être besoin de renforts de productivité, ce qu'on appelait autrefois des pilules, hein. Mais donc maintenant ce sont des renforts de productivité de manière à être plus efficace. Bon, très bien. On adapte le transport, puisque je vais aller donc à l'espace donc de productivité. J'adapte mon transport à la météo. Ça peut être un véhicule personnel, un véhicule hybride ou électrique, hein, ou des transports en commun. Et puis, mon assistant, qui est mon esclave, eh bien, présente la journée avec les rendez-vous privés, qui sont les rendez-vous privés et prévus, les tâches à effectuer. Et il a fait toutes les réservations pour ça, donc pour les commodités nécessaires. Et il a surtout confirmé donc, les rencontres avec les bonnes personnes. Et donc, tout est prêt. Il démarre ma voiture, bien entendu à distance parce qu'il ne fait pas très chaud, et comme au Québec, déjà dans les années 2000, hein, on a démarré des voitures comme ça. Je récupère ma voiture, donc, qui est un véhicule hybride souvent, mais aussi soit électrique, soit totalement hybride, mais c'est une voiture qui est donc soit autonome, complètement autonome, soit je peux conduire, parce qu'on a compris que c'était quand même agréable de conduire. Le trajet vers le bureau se fait
en optimisant donc le trajet après donc le paramétrage. Je vais à tel endroit, donc lui, il me fait passer par les bons endroits. Le véhicule est suffisamment intelligent pour s'adapter aux circonstances. Il peut avoir besoin de rechargement électrique si la distance est importante. Il peut y avoir des itinéraires bis en fonction donc des congestions qui peuvent toujours se produire à tout moment. Et à l'arrivée, je suis automatiquement authentifié par une puce interne qui est ici dans le cou. Ça ne se voit pas, hein, mais bon, après tout, elle est là. Et donc, je n'ai plus besoin de cartes, de machins comme ça, qui sont des vieux trucs d'autrefois, des années 2020-2030. Vous n'imaginez pas ce que c'était. Maintenant, donc, on rentre là-dedans, automatiquement, les portes s'ouvrent. Bon, donc, ouais, donc, tout ça se fait d'une manière automatique. Le véhicule, une fois que je l'ai abandonné, il a constaté qu'il y a quelques petits soucis parce que l'hiver arrive, donc il va directement au garage tout seul parce qu'il faut chausser les pneus d'hiver. Donc, il le fait tout seul pendant que moi, je travaille. Hein. Bon, on organise la journée. Donc, alors, on a un robot. On a des robots au bureau qui sont des... le nôtre s'appelle Hector, hein, mais pourquoi? Vous voyez, donc, il organise notre journée en fonction de ce qu'a donné donc, les assistants personnels. Et donc, tout ça se fait conjointement et tout est prêt. Hein. Et donc, on va avoir des réunions donc, avec les commerciaux et puis une réunion donc, avec des prestataires après. Alors, réunion avec les commerciaux, on a des moyens maintenant de coopération donc, extraordinairement sophistiqués. C'est-à-dire que enfin, vraiment, on a des murs de présence, on a l'impression d'être chacun dans le bureau de l'autre. Il y a un côté extrêmement déstabilisant. Et bon, voilà. On a des interfaces maintenant, BMI, donc le Brain Machine Interface, donc, qui permet de piloter donc, au moins les outils de collaboration donc, par la pensée, parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Et ça permet donc aux personnes handicapées d'intervenir. Ad minima, il y a bien sûr des implants cervicaux pour ça. On a une bonne connaissance de la cartographie cervicale et on peut faire des choses intéressantes. On récupère de manière automatique tous les documents qui sont nécessaires donc, aux réunions, qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc, les préconisations vont se faire en temps réel, parce que là, on est avec donc, des commerciaux, on aura donc des décisions à prendre, peut-être des propositions à faire, et donc là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle nous aide énormément, mais elle nous aide en consultant des documents qui existent déjà, ou des recommandations, mais pas véritablement, c'est pas véritablement un cheminement, on va dire, cognitif. Voyez, donc, la préparation ensuite pour aller vers le déplacement client, hein, donc on dit ce que l'on veut faire, donc c'est le Hector qui va faire son travail, hein, les informations à recueillir, les personnes donc, à prévenir, prise en charge donc, en partie donc, par le couple robot assistant. Le midi, donc, on va aller déjeuner à la cantine. Bon, ça, vous avez bien compris, organisation des menus, il n'y a pas de problème. Le courrier professionnel, largement traité par l'assistant qui prépare tout. Il n'y a plus qu'à superviser, une mise au point finale. Bon, ça, c'est... Et puis, j'ai une réunion avec un client particulier qui est un client chinois. Là, la traduction est automatique. Il parle, lui, le mandarin. Et la traduction, elle est dans mes lunettes. Et donc, ce qu'il me dit... eh bien, je le comprends en anglais ou en français, et ce que je lui dis en anglais ou en français est immédiatement traduit. C'est une technologie qui existait déjà dans les années 20, les 30, mais depuis, elle s'est considérablement sophistiquée et elle fait partie du corps maintenant. Avec une puce qui est ici dans l'oreille, vous parlez 200 langues différentes. C'est tout à fait incroyable. On ne pense pas, bien entendu, puisqu'on pensera avec notre langue natale, mais la notion de langue a quand même profondément changé. Et on ne se bat plus, alors je sais que les amis québécois vont sauter au plafond, on ne se bat plus de la même manière pour le respect donc, de notre histoire et de la langue d'origine. C'est peut-être triste, mais probablement ça va être comme ça. Donc traduction automatique. La réunion, maintenant, j'ai une autre réunion avec les architectes pour la construction d'un nouveau site. Là, on a donc affichage donc, en réalité augmentée et en holographie des objets pour les participants et on peut interagir avec eux. Ça, on sait le faire depuis les vieilles technologies qu'on appelait HoloLens, donc chez Microsoft autrefois. Maintenant, on en est à la version 32 ou 33, je ne sais plus très bien. Les comptes rendus de ces réunions sont générés automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Et ils viennent alimenter le système automatique de gestion de la connaissance
de knowledge management, c'est automatique, automatiquement. Les estimations financières sont faites donc évidemment en temps réel. On ne va pas attendre 3 mois pour envoyer donc une évaluation. Et puis là encore, on a l'intelligence artificielle qui va nous aider donc pour la conception. Les rapports d'activité donc sont effectivement élaborés en temps réel et on remarque que maintenant il y a 4 niveaux, on va dire de supervision. Il y a l'usager, le chef de département, les directions opérationnelles et la présidence ou la direction générale pour qui il faut expurger les comptes rendus de tout ce qui peut avoir une connotation un peu technique et donc forcément incompréhensible. Bien. Donc, vous voyez, ces rapports d'activité sont générés d'une manière automatique. Je vais maintenant, je vais me déplacer. Donc j'ai besoin d'une navette donc vers un hub. Alors, je vais prendre un hub Hyperloop qui s'est fortement donc il y a des hubs un peu partout, donc Hyperloop maintenant, donc de notre ami Elon Musk, qui a disparu maintenant. Hein. Donc, et je prends un hélicoptère sans pilote. Alors, il y en a partout, les hélicoptères sans pilote. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer que de le piloter soi-même. En tout cas, c'est beaucoup moins dangereux. Il vaut mieux faire confiance à un algorithme pour arriver à bon port. Alors, maintenant, avec ces Hyperloops, on a eu quand même pendant longtemps, vous l'avez bien noté, hein, des gros problèmes donc, de communication sans fil. Avec des vitesses très élevées, jusqu'à 1000 km/h, eh bien, les communications ne passaient pas. Et donc, les dernières installations sont absolument extraordinaires. Et il y a toute une infrastructure autour des Hyperloops ou des équipements équivalents, parce qu'il y en a d'autres maintenant, et donc qui permettent effectivement de faire communiquer donc les liaisons ou les participants, on va dire, à grande vitesse. Bon, les hôtels, bien entendu, tout est piloté donc par la voix, tout est numérisé, bien entendu. J'arrive dans mon hôtel, mais j'ai quand même un problème, c'est que j'ai des enfants, et donc qui sont encore petits, et je dois les aider donc à faire leurs devoirs. Nous sommes devenus des parents numériques. C'est-à-dire que déjà, on ne comprend plus très bien ce qui se passe, mais en plus, il faut les aider à faire leurs devoirs sur des trucs, en plus, ils parlent logique, on ne comprend rien à ce qu'ils disent, hein. Et donc, il faut les aider à faire leurs devoirs. Nous sommes des parents numériques. Voilà. Le dîner, le souper, si vous préférez, donc c'est le temps qui est venu donc des news et puis des bilans donc, de la journée. On aura éventuellement, si on le veut, des spectacles numériques et participatifs, tout est participatif maintenant. Hein. Alors par grande catégorie, l'histoire, les voyages, les sports, tout est interactif avec participation active des personnes. Ce qui est une très bonne chose, parce que ça permet aux gens d'être inclus dans l'histoire, participer à une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, c'est magique. Et autrefois, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on peut le faire. Alors, c'est une nouvelle génération, on va dire. Donc, ce ne sont pas des jeux, hein, ce sont des découvertes, on va dire, interactives. Globalement, au bureau, alors, je suis arrivé à mon hôtel, mais globalement, au bureau, il n'y a plus d'horaire. Et chacun, donc, fait ce qu'il veut. Il organise ses tâches qui lui sont imposées. Et la hiérarchie a été remplacée par un CP, comité professionnel, qui correspond à l'un des 4 niveaux donc, de rapport d'activité, qui est chargé en fait de la répartition harmonieuse des travaux et suivi des réalisations. Ce n'est plus jamais une personne, c'est toujours un groupe de personnes. Et c'est la République des doges, c'est-à-dire des gens réputés pour leur savoir et leur humanisme qui vont suggérer donc les tâches. Les individus, bien entendu, ne sont plus payés donc au temps passé, mais aux tâches effectuées. Alors, les modes de travail, donc maintenant, alors les caractéristiques, la manière dont on travaille aujourd'hui, c'est quoi? Donc en 2070, dans l'informatique, en tout cas pour le TI, les gens du TI sont connectés en totale ubiquité, donc en permanence, avec tous les capteurs qu'on a sur le ventre, dans la tête et partout, on est connecté tout le temps. On a tous plusieurs employeurs et des contrats multiples. On a un loyer qui coûte cher. Un loyer, donc télécom, hein, puisque maintenant, vous voyez, un télécom qui est important et donc qui coûte à peu près 2 nouveaux euros ou dollars, pas pareil, par mois, ce qui représente à peu près 100 anciens euros par mois. Donc, ce n'est pas neutre quand même. Hein. Pour lutter contre la précarité, les employés demandent un retour aux contrats permanents qui ont été interdits. Hein, et donc, les entreprises font bloc pour les refuser, évidemment. Hein. Mais maintenant, c'est fini. Les contrats sont tous précaires. Hein. La rémunération horaire systématique nous oblige, alors ça c'est vraiment la corvée permanente, à remplir donc des timesheets, donc qui sont des
d'espèces de feuilles d'horaire, hein, qui ne sont pas encore totalement automatisées parce que c'est infernal. Donc, on a encore tout ça à faire. Le stress a terriblement augmenté. On est donc dépendant, comme on l'avait dit, des GAFAMOS, hein, donc Oracle et SpaceX maintenant. Les cadences, elles sont difficiles à maintenir dans ces années 2070. On n'a plus le temps de se former. Hein. Augmentation de la durée effective du travail et de la fatigue. C'est vrai, on est tout le temps sur la brèche. Et puis surtout, les frontières n'existent plus dans le travail, sauf au Royaume-Uni, mais depuis la séparation donc, des Britanniques par rapport à l'Europe, ça ne leur a pas réussi. Mais maintenant, c'est la mondialisation qui est partout. Les grands mots de la collaboration, donc en 2070, de quoi est-ce que nous souffrons? C'est l'instantanéité. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de présenter un petit peu ces caractéristiques-là. Tout doit être fait donc sans recul, très vite. Hein. Le temps réel a pris le pas en 2070 sur la réflexion. C'est l'urgence permanente. Tout est urgent aujourd'hui. Il n'y a pas d'hierarchie de tâches, malgré donc la République des Doges. Et c'est un mouvement brownien de tâches. On n'arrête pas de changer. C'est la perte du savoir-faire, c'est sûr. Et les assistants nous ont fait perdre notre savoir-faire, on l'a déjà indiqué. Trop d'informations inutiles, tout se mélange, l'abondance des informations a primé sur leur intérêt. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le big data n'a pas fonctionné. Le multitâche, on travaille en multitâche, sauf que nos cerveaux ne sont pas faits pour ça. On est plutôt du genre linéaire. Et donc, on a beaucoup de mal. 2070 ou 2452, ça n'y change rien. La connaissance, donc tout doit être fait très vite, donc on l'a dit sans recul. L'accessibilité permanente est en option, c'est-à-dire chez soi ou au bureau, quand on va au bureau, est une obligation. C'est une option, pardon. Mais en réalité, c'est obligatoire. Et donc, on est obligé d'être connecté en permanence, c'est comme ça. Planification des tâches quotidiennes l'empilement nous empêche de planifier donc, les tâches. La recherche de performance donc, est une seconde nature au détriment du fond. L'alibi de l'hyperactivité, c'est-à-dire une attitude dont il faut chercher les raisons ailleurs que dans l'entreprise. C'est un phénomène de société, c'est une posture. On veut paraître, encore plus en 2070 que dans les années d'avant. On ne peut plus se cacher, on l'a déjà dit plusieurs fois. Les gens font souvent leur carrière et non plus leur métier, mais ils ne peuvent plus se cacher maintenant. Alors, pour terminer sur cet aspect, quelques petites choses quand même, je l'ai dit, qui ne sont pas forcément très encourageantes. Hein. La médecine du travail est débordée, c'est vrai. Donc, quelles sont les choses qui se produisent aujourd'hui et qui sont quand même assez gênantes? Alors, un certain nombre d'éléments, compétition permanente avec le monde entier, les acteurs ne sont pas préparés dans de nombreux pays. Les pays de la vieille Europe n'étaient pas faits pour ça. Les protections sociales ont explosé. L'entreprise paternaliste qui existait pendant un temps n'existe plus. Globalement, on a ressenti une perte financière parce que l'harmonisation des tâches, elle s'est toujours faite vers le bas, malheureusement, et donc c'est plus difficile aujourd'hui en 2070 qu'en 2020. L'instabilité donc chronique de notre travail qui se ressent dans notre vie personnelle, et donc les divorces ont été multipliés par 10, enfin c'est un vrai désastre. Hein. Le bore-out, vous savez, le fait d'avoir rien à faire, n'a jamais été aussi grave, et déjà à l'époque, 4 fois plus de suicides que pour le burn-out, ça n'a pas baissé, ça. Une nouvelle maladie, ça s'appelle les hypochondriaques numériques. C'est-à-dire, c'est le résultat d'un système d'alerte généralisé en permanence. On est alerté tout le temps. Au travail, dans sa vie personnelle et à la santé, il y a toujours un problème. On finit par être hypochondriaque, hein, mais des hypochondriaques numériques, c'est pas mieux. Hein. Au TI, maintenant, la migration vers le cloud donc c'est traduite progressivement par une perte de savoir-faire et la quasi-disparition de plusieurs métiers. Au moins chez les clients, utilisateurs, il n'y a plus de production, il n'y a plus de système, il n'y a plus de réseau à un niveau, disons, un réseau à un niveau moindre, ce qui a été mal vécu, qui a quand même des compétences nécessaires en matière de réseau. On a le sentiment en général d'une surveillance permanente. Hein, obligé de porter certains capteurs, c'est Big Brother. Et c'est mal vécu par les gens, ça. C'est un choc de génération aujourd'hui, hein. Difficile à vivre, à surmonter. Aujourd'hui, en 2070, on est vieux à 40 ans. Bon. Et pourtant, la population a terriblement vieilli elle-même, mais on est vieux quand même à 40 ans. Les dépressions sont nombreuses et les démissions psychologiques, les gens abandonnent et vont traire les vaches parce qu'ils en ont assez. Les vaches qui ressemblent beaucoup à ce qu'elles étaient avant, hein, ça je vous rassure.
Le management et le monde médical n'ont pas compris que l'être humain n'est pas fait pour le virtuel. On en paye les conséquences aujourd'hui en 2070. Et puis, on constate une chose, c'est qu'une très forte réaction donc, contre la technologie en général, et on a vu apparaître quelque chose de curieux, c'est la technologie bio ou technologie naturelle qui place l'individu avant la machine. C'est pas bête, hein, la technologie bio. Et donc, je termine avec ceci, si vous le voulez bien. Les restructurations, donc homme-robot, n'ont pas été anticipées. Ça a créé donc un sentiment d'envahissement par les robots. Pourtant, c'est faux. En 50 ans, il y a eu 400 millions d'emplois qui ont été transférés sur les robots, mais l'intelligence artificielle et les technologies, on va dire, innovantes, en ont créé 1 milliard. Mais ça ne fait rien. J'ai perdu mon emploi, le suivant ne m'intéresse pas ou je ne suis pas adapté à celui-là. Donc mal perçu, et surtout mal préparé. Le paysage social a été profondément modifié. On a des chiffres qui viennent de l'OCDE, qui ne sont pas vieux, qui datent de 2069, je crois, c'était au mois de mai l'année dernière. Hein. La population professionnelle, 58% des employés ont plus de 60 ans. Il n'était que 18% donc, en 1970. Et vous voyez, curieusement, donc, parce que les gens doivent travailler beaucoup plus tard, ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de partir en retraite, en tout cas, il y en a 58%. Globalement, en dehors du TI, un employé sur 7 est autonome et un employé sur 9 a un emploi temporaire. Depuis 2020, plus de 30% des jobs ont été automatisés et 15% des jobs qui restent ont une forte probabilité d'automatisation. Et à la fin du siècle, donc 2100, 80 à 90% donc, des jobs auront été bouleversés. Vous voyez, donc le problème, c'est que ce n'est pas l'individu qui a été remplacé, donc ça a été des fonctions. Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant, l'algorithme a moins l'avantage de ne pas être raciste, xénophobe, antisémite ou homophobe. Hein, et ni, vous voyez, on peut pas, il a l'avantage de supporter donc l'équipe de football locale, on peut l'espérer. Il n'est pas non plus sujet à des variations d'humeur, c'est vrai. Les algorithmes, on l'a dit, sont donc plutôt des assistants chargés d'effectuer des tâches basiques, répétitives, sans valeur ajoutée. Et vous avez vu, ce qu'on a vu apparaître il y a très longtemps, dans les années 2030 à peu près, ce qu'on appelait des cobots. Hein, c'est des robots qui cohabitent avec des humains dans les usines pour les aider à transporter des objets lourds qu'Amazon avait utilisés dans le temps, pour déplacer des produits et les emballer, pour les protéger donc des produits dangereux. Ça s'est considérablement développé. Aujourd'hui, les entreprises, ce sont des ruches à robots et on peut dire que les personnes le vivent très mal. Elles le vivent mal et ce qui est un peu compréhensible. Vous voyez, on peut dire que globalement, au fond, la population a considérablement vieilli. On est entouré de capteurs dans tous les sens qui ont bouleversé donc notre vie. J'allais presque dire qu'on est presque devenus des assistants de nos assistants. Alors, il faudrait peut-être se réveiller un petit peu. Et hier, on commence à voir quelques initiatives un peu partout. On parlait de technologie bio, on refuse d'utiliser certaines machines, on refuse d'insérer certains capteurs sur nous. C'est une société qui n'est pas sans rappeler un livre qui a maintenant donc à peu près 120 ans. Hein. C'était 1984, écrit par George Orwell, et qui décrivait une société déshumanisée avec les robots et les capteurs. Et c'est un peu ce que nous vivons maintenant. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Maintenant, il faut prendre ça pas au premier degré, il faut prendre ça au second degré. J'essaye d'extrapoler. Tout ce dont je vous ai parlé est crédible sur le plan technique. Il n'y a pas de chose qui est invraisemblable. Et il est très probable que nous serons dépassés par ce qui a été prévu. Ce qui est plus inquiétant là-dedans, c'est la position de l'individu dans la société personnelle et société professionnelle. C'est quand même très inquiétant. Il serait peut-être temps que nos dirigeants et que nos ressources humaines et que nos patrons se rendent compte que les êtres humains, ça sert aussi à quelque chose. Et que voilà, les robots ont des limites, l'intelligence a des limites que l'on a constatées maintenant, qu'on a bien maîtrisées, qu'on a bien mesurées. Il faudrait peut-être revenir à des valeurs un tout petit peu plus humanistes. Mais ça sera sans doute pour le prochain épisode. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette présentation sera disponible sur notre site comme d'habitude, donc demain en fin de matinée ou en début d'après-midi. Je vous retrouverai le 8 janvier pour un webinaire qui fera date, où je vais vous parler des 40 erreurs qu'on nous fait passer pour la pensée unique. Alors, il y en aura pour tout le monde,
mais c'est une catastrophe. On nous forge notre esprit, ce qui est, à mon avis, inadmissible. Donc, la pensée unique qu'on nous impose. Et je vous en donnerai à ce moment-là également l'ensemble pas du sommaire, mais du calendrier pour tous les webinaires qui vont avoir lieu jusqu'à la fin 2021, et ceci toutes les semaines. Voilà. Je vous remercie infiniment donc de votre attention et j'espère que tout ce que j'ai dit vous a intéressé. Vous voyez, donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à me les envoyer, on les publiera. On les publiera. J'ai conscience que je dis des choses qui sont quand même un peu choquantes, hein. Mais essayons un peu d'aller un peu vers le futur, hein. Exercice difficile, mais qui de temps en temps est quand même nécessaire. Voilà. Je vais donc arrêter donc cette présentation. Je vous remercie d'y avoir participé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc, j'espère vous retrouver le 8 janvier. Et nous continuerons nos découvertes progressives dans plein de domaines. Mais on va commencer par tirer au bazooka sur la pensée unique qui m'agace prodigieusement. À très bientôt, chers amis. Bon Noël. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et on se retrouve, bonne année également. Et on se retrouve l'année prochaine. Au revoir.